Le commissariat baignait dans une lumière blafarde, presque clinique, qui semblait vouloir effacer toute trace d'émotion. Pourtant, malgré le calme apparent, quelque chose de lourd planait dans l'air. Basile Vidal était assis face à Karim et Sarah, le regard fixe, les épaules légèrement voûtées, comme si son corps tout entier portait encore le poids invisible de sa séquestration. Il parlait d'une voix basse, parfois hésitante, cherchant ses mots comme on fouille une pièce sombre à la recherche d'un souvenir qui refuse de se laisser attraper. Il expliqua qu'il avait été frappé, violemment, sans réellement comprendre pourquoi. Les dates se mélangeaient dans sa tête, les sensations prenaient le pas sur les images. Il se souvenait surtout de cette impression d'être constamment engourdi, comme si quelqu'un avait volontairement brouillé ses pensées. « J'étais shooté », murmura-t-il, presque honteux de l'admettre. Les heures, les jours, tout se confondait. Il savait seulement qu'un agriculteur l'avait retrouvé, étendu dans un champ, à moitié conscient, incapable de raconter ce qu'il venait de vivre. Sarah sortit alors le portrait robot du suspect présumé et le posa devant lui avec précaution. Basile baissa les yeux vers le dessin, observa les traits quelques secondes, puis secoua lentement la tête. Rien, absolument rien. Le visage ne réveillait aucun souvenir précis, aucune peur identifiable. Il n'avait jamais vraiment vu son agresseur. Tout s'était déroulé dans une sorte de brouillard chimique, volontairement entretenu. Cette absence d'image rendait l'enquête encore plus difficile, et Karim le comprit aussitôt. Sans visage, sans description fiable, l'homme qui avait fait ça restait une ombre. Karim tenta une autre approche. Il lui demanda si quelqu'un pouvait lui en vouloir, s'il avait eu récemment des conflits, des tensions, même anodines. Basile fronça les sourcils, cherchant au fond de lui une explication logique. Rien ne venait. À la place, il parla d'Erika. De ces messages étranges qu'elle recevait depuis des semaines. Du harcèlement à distance, discret mais persistant, qui s'était intensifié pendant qu'il était retenu prisonnier. Il n'y voyait peut-être pas encore le lien clairement, mais quelque chose, dans le regard de Karim, laissait entendre que cette information était capitale. Pendant ce temps, à l'extérieur du commissariat, Erika faisait les 100 pas. Elle essayait de masquer son anxiété, mais chaque minute d'attente semblait lui coûter davantage. Barr était là, à ses côtés, tentant de la rassurer par de simples phrases, des mots parfois maladroits mais sincères. Lorsqu'enfin la porte s'ouvrit et que Basile apparut, un instant suspendu s'installa. Erika le fixa, incrédule, comme si elle avait peur qu'il disparaisse à nouveau si elle clignait des yeux. Puis elle se jeta dans ses bras. Les retrouvailles furent silencieuses, presque solennelles. Aucun cri, aucune effusion excessive, seulement cette étreinte longue, chargée de tout ce qui n'avait pas pu être dit pendant ces jours d'angoisse. Basile ferma les yeux, respirant l'odeur familière de sa sœur, comme une encre qui le ramenait enfin à la réalité. Barr détourna légèrement le regard, respectant cet instant intime, conscient d'assister à quelque chose de fragile et de précieux. À l'hôpital, l'ambiance était tout autre. Le service semblait fonctionner comme une machine parfaitement huilée, mais derrière cette façade professionnelle, la tension montait. Chloé avançait dans les couloirs avec une raideur inhabituelle. Elle essayait de garder le contrôle, de s'accrocher à la logique médicale, mais au fond d'elle, une peur sourde grandissait. Judith marchait à ses côtés, attentive, cherchant les mots justes pour l'apaiser. Elle lui répétait qu'elle avait fait de son mieux, que dans une situation d'urgence, personne n'aurait pu agir différemment. Mais ces paroles glissaient sur Chloé sans réellement l'atteindre. Elle repensait sans cesse à cette intervention en forêt, à chaque geste, chaque décision prise dans la précipitation. Et si elle avait commis une erreur? Et si, dans sa volonté de bien faire, elle avait provoqué l'irréparable? Marianne apparut soudain, son visage grave ne laissant rien présager de rassurant. Elle n'y alla pas par 4 chemins. Les premiers examens étaient préoccupants. Maud présentait des signes clairs d'ischémie aiguë. Le sang ne circulait plus correctement dans son bras. Le mot résonna dans l'esprit de Chloé comme un coup de tonnerre. Ischémie, amputation, des termes qu'elle connaissait trop bien, mais qu'elle n'avait jamais imaginé associer à cette jeune fille, à cette situation précise. Il fallait confirmer le diagnostic par un scanner, mais déjà, les options se réduisaient. Marianne évoqua la possibilité que l'artère ait été endommagée lors de l'intervention. Elle ne pointa pas directement Chloé du doigt, mais l'implicite était là, lourd, presque insupportable. Chloé sentit ses jambes fléchir légèrement, comme si tout son corps accusait le coup en même temps que son esprit. Non loin de là, Maud se tordait de douleur sur son lit. Les larmes coulaient sans qu'elle puisse les retenir. La souffrance physique était intense, mais l'angoisse l'était tout autant. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui lui arrivait, seulement que quelque chose n'allait pas, que les adultes autour d'elle chuchotaient trop, avec des regards trop graves. Chaque mouvement de son bras lui arrachait un gémissement, et elle se sentait prisonnière de ce corps qui, soudain, la trahissait. Raphaël arriva peu après, le visage tendu, le pas rapide.
Elle tenta de rester digne, forte, mais à l'intérieur, tout vacillait. Lorsqu'elle croisa Marianne, elle comprit immédiatement que la situation était sérieuse. Les mots du médecin confirmèrent ses craintes les plus profondes. Ischémie aiguë, opération urgente, risque réel de perdre son bras si l'intervention échouait. Le monde sembla s'effondrer autour d'elle. Raphaël dut s'asseoir, incapable de rester debout plus longtemps. Elle pensait à Maud enfant, à ses rires, à cette douceur qui la caractérisait depuis toujours. Imaginer sa fille amputée, marquée à vie, était une vision insupportable. Sébastien arriva à son tour, tentant de masquer son inquiétude derrière une façade de calme. Il posa une main rassurante sur l'épaule de sa fille, lui murmurant qu'il ne fallait pas penser au pire, pas encore. Pendant ce temps, au commissariat, Karim et Martin faisaient le point. Plus les éléments s'accumulaient, plus le profil du harceleur leur paraissait inquiétant. Un individu méthodique, organisé, capable de frapper sans laisser de traces claires. Ce genre de personne ne s'arrêtait pas facilement. La décision fut prise rapidement. Une protection policière serait mise en place pour Basile et Erika. Ce n'était pas une simple précaution, mais une nécessité. Lorsque Basile apprit la nouvelle, un mélange de soulagement et de malaise l'envahit. Être protégé signifiait aussi reconnaître qu'il était en danger, que ce cauchemar n'était peut-être pas terminé. Erika, elle, tenta de relativiser, se disant que tant qu'ils étaient ensemble, ils pourraient affronter le reste. Basile prit alors une décision qui s'imposa presque naturellement, il irait vivre chez elle pendant quelque temps. Ne plus être seul, ne plus laisser la peur s'installer dans le silence. Dans un tout autre registre, Aaron se réveillait ce matin-là avec une énergie débordante. Il enchaînait les matchs sur son application de rencontre avec une désinvolture presque comique. 28 profils en quelques minutes. Il choisissait selon le physique, la bio, l'impression générale. Victoire et Gabriel observaient la scène avec amusement, lui donnant quelques conseils qu'il écoutait à moitié. Aaron préférait se fier à son instinct, convaincu de savoir exactement ce qu'il faisait. Plus tard, lors d'un rendez-vous, cette assurance se transforma en maladresse. Il parla trop, de lui, de son travail, de ses réussites, de ses opinions. Il ne laissa presque aucun espace à l'autre. En rentrant, il admit à Gabriel que le rendez-vous avait été catastrophique. Il se sentait lourd, envahissant, comme s'il avait passé un entretien d'embauche plutôt qu'un moment de séduction. Cette prise de conscience, aussi tardive soit-elle, le laissa pensif. À l'hôpital, l'heure de vérité approchait. Le scanner confirma les craintes initiales. L'ischémie était bien réelle. Il fallait opérer immédiatement. Marianne annonça la nouvelle à Raphaël avec une gravité mesurée. Elle expliqua que oui, une erreur avait probablement été commise, mais que sans intervention sur le moment, les conséquences auraient pu être tout aussi graves. Ce n'était pas une excuse, seulement un constat médical. Raphaël n'entendait qu'une chose, sa fille allait être emmenée au bloc. Elle se leva brusquement, le cœur battant à tout rompre. Elle embrassa Maud sur le front, tentant de retenir ses larmes. Sébastien resta à ses côtés, la soutenant du mieux qu'il pouvait, même s'il sentait lui aussi la peur l'envahir. C'est à ce moment précis que Chloé arriva. Elle hésita quelques secondes avant d'entrer dans la pièce, consciente de la tempête émotionnelle qui l'attendait. Elle s'approcha de Raphaël, la voix tremblante, et s'excusa. Elle reconnut son erreur, avoua qu'elle s'en voulait terriblement. Les mots sortaient difficilement, chargés de culpabilité. Raphaël la fixa alors, le regard dur, brûlant. Toute la douleur, toute la peur accumulée explosa en une phrase tranchante. Si elle avait écouté en forêt, rien de tout cela ne serait arrivé. Sa fille risquait de perdre son bras. Et ça, jamais, elle ne le lui pardonnerait. Le silence qui suivit fut lourd, presque irréel. Chloé resta figée, incapable de répondre. Les portes du bloc opératoire se refermèrent peu après, emportant Maud avec elle, laissant derrière elles une attente insoutenable et des vies suspendues à l'issue de cette intervention. Les portes du bloc opératoire s'étaient refermées dans un chuintement sec, presque brutal. Ce bruit, pourtant anodin, résonnait encore dans l'esprit de Raphaël comme un couperet. Elle resta immobile quelques secondes, les yeux fixés sur le couloir désormais vide, incapable de bouger. C'était comme si, avec Maud, une partie d'elle venait d'être emmenée derrière ses portes, livrée à une attente insupportable. Sébastien se plaça près d'elle sans dire un mot. Il connaissait trop bien ce silence-là, celui qui précède les décisions irréversibles, celui où les mots deviennent inutiles. Il posa doucement une main sur l'avant-bras de sa fille, un geste simple, presque mécanique, mais chargé de tout ce qu'il ne parvenait pas à exprimer autrement. Raphaël inspira profondément, tentant de reprendre le contrôle de sa respiration, mais son cœur battait trop vite, comme s'il refusait d'obéir à la raison. À quelques mètres de là, Chloé s'était figée. La phrase de Raphaël tournait en boucle dans sa tête, s'inscrivant en lettres brûlantes dans sa conscience.
Je ne te pardonnerai jamais. Elle avait déjà connu la culpabilité, les remords, les doutes professionnels, mais jamais avec une telle violence. Cette fois, ce n'était pas un protocole mal suivi ou une décision discutable. C'était le corps d'une adolescente, l'avenir d'une enfant, et le regard d'une mère prête à la détruire si le pire arrivait. Marianne observa Chloé de loin. Elle percevait son état de choc, cette rigidité qui trahissait un effondrement intérieur imminent. En tant que médecin, elle savait que la frontière entre responsabilité et fatalité était souvent floue. En tant que mère, elle comprenait aussi la rage de Raphaël. Elle se retrouva, malgré elle, coincée entre ces deux vérités irréconciliables, incapable de trancher sans laisser des dégâts irréversibles. Dans la salle d'attente, le temps semblait s'étirer démesurément. Chaque minute devenait une épreuve. Raphaël se leva, fit quelques pas, puis revint s'asseoir, incapable de rester en place. Elle regardait sans vraiment voir les allées et venues du personnel hospitalier, chaque silhouette en blouse blanche lui donnant l'espoir absurde que quelqu'un viendrait annoncer une bonne nouvelle, immédiatement, sans attendre. Sébastien tenta de la ramener à la réalité, doucement. Il lui rappela que Maud était entre de bonnes mains, que les équipes étaient compétentes, que tout serait fait pour sauver son bras. Mais ses paroles glissaient sur Raphaël comme sur une surface lisse. Dans son esprit, un scénario unique s'imposait, celui d'une erreur évitable, d'un instant précis où tout avait basculé, dans cette forêt, loin de l'hôpital, loin des conditions idéales. Pendant ce temps, dans un autre quartier de la ville, Basile tentait de retrouver une forme de normalité. Installé chez Erika, il observait l'appartement avec un regard presque étranger. Chaque objet lui semblait à la fois familier et lointain, comme s'il redécouvrait une vie qu'on lui avait momentanément confisquée. Erika essayait de le rassurer, plaisantant parfois maladroitement pour alléger l'atmosphère, mais elle sentait bien que son frère n'était pas encore vraiment revenu. La protection policière venait d'être mise en place. Ce détail, pourtant rassurant sur le papier, avait quelque chose d'angoissant. La présence d'agents, la vigilance constante, tout cela rappelait que le danger n'était pas théorique. Basile repensait à ses jours de captivité, à ce vide mental, à cette absence totale de repères. L'idée que la personne responsable de tout cela puisse encore rôder le mettait profondément mal à l'aise. Karim, de son côté, ne parvenait pas à se défaire d'un sentiment diffus de frustration. L'enquête piétinait. Sans visage, sans souvenir exploitable, il avançait à tâtons. Pourtant, le profil de l'agresseur se précisait peu à peu. Quelqu'un de patient, de méthodique, capable d'anticiper les réactions de ses victimes. Ce genre de personne ne laissait rien au hasard. Karim savait que la moindre erreur pouvait coûter cher, et il sentait une pression croissante peser sur ses épaules. Au lycée, la vie continuait, presque indifférente au drame qui se jouait ailleurs. Bastien traversait la cour en jetant des regards discrets vers Esmé. Il hésitait encore, se demandant s'il n'interprétait pas mal certains signes. L'intervention de Violette avait clarifié les choses, dissipant ce malentendu tenace qui planait depuis le bout de camp. Lorsqu'elle lui avait dit que ça ne la dérangeait pas du tout, Bastien avait ressenti un mélange de soulagement et de détermination nouvelle. Il aborda Esmé avec une certaine maladresse, mais aussi une sincérité désarmante. Il lui proposa d'aller boire un verre après les cours, comme quelque chose de simple, sans enjeu excessif. Esmé hésita, cherchant une excuse, puis évoqua l'aide qu'elle devait apporter à sa mère au stand. Bastien hocha la tête, comprenant, même si une pointe de déception se glissa dans son regard. Il ne se découragea pas pour autant. Il savait que certaines choses prenaient du temps. À l'hôpital, l'attente devenait presque insupportable. Raphaël avait cessé de parler. Elle fixait désormais le sol, les mains crispées sur son sac, comme si elle s'accrochait à un dernier point d'ancrage. Sébastien observait sa fille avec inquiétude. Il la connaissait assez pour savoir que ce silence était dangereux, qu'il annonçait une colère froide, prête à exploser au moindre déclencheur. Chloé, elle, n'avait pas quitté le service. Elle errait dans les couloirs, incapable de rentrer chez elle, incapable aussi d'affronter de nouveau Raphaël. Elle repensait aux paroles de Marianne, à cette tentative d'explication rationnelle qui, en d'autres circonstances, aurait pu apaiser la situation. Mais là, rien ne semblait suffisant. La logique médicale ne pesait rien face à la peur d'une mère. Dans un moment de solitude, Chloé s'arrêta près d'une fenêtre. Elle regarda dehors sans vraiment voir le paysage. Tout ce qu'elle percevait, c'était cette image obsédante. Maud, allongée sur une table d'opération, son avenir suspendu à quelques gestes chirurgicaux. Elle se demanda, pour la première fois depuis longtemps, si elle serait capable de continuer à exercer son métier si le pire se produisait. Les heures passaient lentement, trop lentement. Chaque regard échangé dans la salle d'attente semblait chargé d'une tension nouvelle. Puis, enfin, une silhouette familière apparut au bout du couloir.
Marianne avançait d'un pas mesuré, son expression impossible à déchiffrer. Raphaël se leva immédiatement, le cœur prêt à exploser, tandis que Sébastien se plaçait instinctivement à ses côtés. Marianne s'arrêta devant eux. Elle prit une inspiration, consciente de l'importance de ce qu'elle allait dire. L'opération était toujours en cours. Les premières étapes s'étaient déroulées comme prévu, mais il était encore trop tôt pour tirer des conclusions. Le sang circulait à nouveau partiellement, mais rien n'était définitivement acquis. Il fallait attendre la fin de l'intervention. Cette attente supplémentaire fut vécue comme une torture. Raphaël sentit ses jambes trembler. Elle hocha la tête, incapable de formuler la moindre question. Dans son esprit, une seule certitude demeurait. Si Maud perdait son bras, plus rien ne serait jamais comme avant. Et Chloé, quoi qu'elle puisse dire ou faire, resterait à jamais associée à cette tragédie. L'attente se prolongeait, étouffante, presque irréelle. Dans la salle d'attente, le moindre bruit prenait une ampleur démesurée. Le froissement d'une blouse, le pas pressé d'un interne, le bip lointain d'un appareil médical. Raphaël avait l'impression que le temps se jouait d'elle, qu'il s'étirait volontairement pour mieux la faire souffrir. Elle serrait les dents, tentant de contenir une angoisse qui lui brûlait la poitrine. Sébastien restait près d'elle, droit, silencieux, comme figé dans un rôle qu'il connaissait trop bien, celui du pilier familial, censé tenir bon quand tout menace de s'effondrer. Pourtant, sous cette façade rigide, ses pensées s'entrechoquaient. Il revoyait Maud enfant, ses premières chutes, ses premières peurs, et cette promesse tacite qu'il s'était faite de toujours la protéger. Aujourd'hui, il se sentait impuissant, relégué au rang de simple spectateur face à un destin qu'il ne pouvait ni juger ni contrôler. Un peu plus loin, Chloé avait trouvé refuge dans un coin discret du couloir. Elle évitait soigneusement les regards, consciente que sa présence seule pouvait raviver la colère de Raphaël. Chaque minute d'attente renforçait son sentiment de faute. Elle repassait mentalement chaque étape de son intervention en forêt, chaque décision prise dans l'urgence. À force d'y penser, les souvenirs se déformaient, amplifiant la moindre hésitation, le moindre geste qu'elle aurait pu faire différemment. Marianne, elle, faisait des allers-retours entre le bloc et le service, concentrée, mais profondément affectée. En tant que médecin, elle savait que l'issue restait incertaine jusqu'au dernier instant. En tant que mère, elle sentait le poids de la situation peser lourdement sur Chloé. Elle se demandait si, malgré toutes ces explications rationnelles, la culpabilité ne finirait pas par la détruire. Car certaines blessures, même quand elles ne sont pas juridiquement fautives, laissent des cicatrices impossibles à refermer. Dans un autre quartier, Basile avait tenté de s'allonger un moment, mais le sommeil refusait de venir. Les images fragmentées de sa séquestration revenaient par vagues, imprécises mais oppressantes. Il se souvenait de sensations plutôt que de faits, la peur diffuse, l'impossibilité de bouger librement, cette impression constante d'être observé. Chaque bruit dans l'appartement d'Erika le faisait sursauter, comme si son corps n'avait pas encore compris qu'il était en sécurité. Erika le regardait avec inquiétude. Elle essayait de rester forte, de ne pas laisser transparaître sa propre angoisse, mais la présence de la protection policière lui rappelait sans cesse que le danger n'était pas écarté. Elle se demandait combien de temps cette situation durerait, combien de nuits il passerait à sursauter au moindre son. Pourtant, malgré la peur, elle ressentait aussi un profond soulagement. Son frère était là, vivant, près d'elle. Au commissariat, Karim s'était replongé dans le dossier. Il relisait les comptes rendus, les témoignages, cherchant le moindre détail qui aurait pu lui échapper. Plus il avançait, plus une certitude s'imposait. L'agresseur ne s'était pas contenté d'un acte impulsif. Tout semblait réfléchi, calculé, presque expérimental. Ce genre de profil inquiétait Karim plus que tout autre. Il savait que ces individus-là aimaient garder le contrôle, et que la moindre faille pouvait être exploitée. Il pensa à Erika, à Basile, à cette protection policière mise en place dans l'urgence. Était-ce suffisant? Rien n'était moins sûr. Il échangea quelques mots avec Martin, partageant ses doutes. Tous deux savaient que la pression allait monter, non seulement sur l'enquête, mais aussi sur les victimes, condamnées à vivre dans une peur constante tant que le responsable n'était pas identifié. Au lycée, Bastien tentait de se concentrer en cours, mais son esprit vagabondait. Le refus poli d'Esmé continuait de lui tourner dans la tête. Il ne le vivait pas comme un rejet, plutôt comme un obstacle de plus, une preuve que les choses simples ne l'étaient jamais vraiment. Violette l'observait de loin, consciente de ce qui se jouait. Elle se félicitait intérieurement d'avoir clarifié la situation, de lui avoir donné la liberté d'avancer sans arrière-pensée. Esmé, de son côté, se sentait partagée. Elle appréciait Bastien, sa discrétion, sa manière d'être attentif sans être envahissant. Mais elle portait déjà trop de responsabilités pour s'autoriser à penser à autre chose. Aider sa mère passait avant tout, et elle n'était pas prête à se laisser distraire,
même par une promesse de légèreté. À l'hôpital, l'attente atteignait son paroxysme. Raphaël se leva brusquement lorsque les portes du bloc s'ouvrirent enfin. Son cœur s'emballa. Marianne apparut, le visage fatigué, mais concentré. Elle prit le temps de s'approcher, de choisir ses mots. L'opération touchait à sa fin. Les chirurgiens avaient réussi à rétablir la circulation sanguine de manière plus stable, mais les prochaines heures seraient décisives. Rien n'était encore gagné, mais l'espoir, fragile, existait. Raphaël sentit ses jambes fléchir sous le soulagement partiel, aussitôt remplacé par une nouvelle angoisse. Espoir ne signifiait pas certitude. Elle hocha la tête, remerciant Marianne d'un simple regard. Sébastien l'aida à se rasseoir, conscient que cette attente n'était pas terminée, qu'elle ne faisait que changer de forme. Chloé, informée à son tour, ressentit un mélange contradictoire de soulagement et de peur. Elle se raccrochait à cette amélioration comme à une bouée, tout en sachant que rien n'effacerait la colère de Raphaël. Même si Maud s'en sortait, la fracture entre elles resterait béante, marquée à jamais par ces mots prononcés sous le coup de la douleur. La nuit commençait à tomber sur la ville, enveloppant Sète d'une atmosphère lourde et silencieuse. Dans chaque lieu, dans chaque foyer, l'angoisse prenait des formes différentes, mais une même tension les reliait tous. L'épisode touchait à un point de bascule, où chaque décision, chaque regard, pouvait changer durablement le cours des choses. La nuit s'était installée sans bruit autour de l'hôpital, enveloppant les couloirs d'une pénombre artificielle où seules les lumières blanches maintenaient l'illusion d'un temps figé. Raphaël n'avait plus aucune notion des heures. Tout ce qui comptait désormais, c'était ce moment suspendu entre deux verdicts, cet espace fragile où l'espoir et la peur se livraient un combat incessant. Elle avait l'impression que son cœur battait en décalage avec le reste du monde, trop vite, trop fort, comme s'il refusait d'attendre plus longtemps. Sébastien, assis près d'elle, observait chaque mouvement du personnel hospitalier avec une attention presque excessive. Il cherchait des signes, des indices dans les expressions, dans la démarche des médecins, mais rien ne laissait transparaître l'issue de l'opération. Cette impuissance le rongeait. Lui qui avait passé sa vie à juger, à trancher, à décider, se retrouvait face à une situation où aucune autorité ne pouvait l'aider. Il se sentait inutile, et cette sensation était plus douloureuse encore que l'inquiétude elle-même. Marianne finit par revenir, le visage marqué par la fatigue. Elle expliqua que Maud était toujours sous surveillance, que les prochaines heures seraient cruciales pour évaluer les conséquences réelles de l'ischémie. Les mots étaient prudents, mesurés, presque trop. Raphaël les écoutait à peine. Elle n'entendait que ce qui n'était pas dit, ce que personne n'osait formuler clairement. Elle hocha la tête mécaniquement, consciente que la véritable épreuve n'était pas terminée. À l'écart, Chloé se sentait étrangère à cette scène, comme si elle n'y avait plus vraiment sa place. Elle savait que sa présence était désormais une provocation silencieuse. Chaque regard qu'elle croisait semblait chargé de reproches, même quand il ne s'agissait que de projection de sa propre culpabilité. Elle se demanda si elle devait partir, s'effacer, disparaître pour ne pas aggraver la situation. Mais une part d'elle refusait de fuir. Partir aurait ressemblé à un aveu de lâcheté, et elle n'était pas prête à accepter cette image d'elle-même. Elle repensa à Maud, à son sourire timide, à sa manière de toujours chercher à apaiser les tensions familiales. L'idée que cette jeune fille puisse payer le prix d'une erreur la hantait. Chloé sentit une boule se former dans sa gorge. Pour la première fois depuis longtemps, elle douta profondément de sa vocation. Être médecin signifiait accepter le risque, mais aussi assumer les conséquences quand tout ne se passait pas comme prévu. Et ce poids-là, ce soir-là, lui semblait insupportable. Dans l'appartement d'Erika, l'atmosphère était tout aussi tendue, bien que plus silencieuse. Basile observait les agents postés non loin de l'entrée, conscient que leur présence était à la fois rassurante et profondément inquiétante. Il se sentait coupable, étrangement, d'être en vie, d'avoir retrouvé sa sœur, alors que tant de questions restaient sans réponse. Il se demandait si son agresseur observait encore, s'il savourait cette peur diffuse qu'il avait semée. Erika tenta de maintenir une normalité de façade. Elle proposa à Basile de manger quelque chose, mais il refusa poliment. Son appétit avait disparu, remplacé par une vigilance constante. Chaque bruit extérieur semblait suspect. Il comprenait désormais ce que signifiait réellement être une cible, même sans savoir pourquoi. Cette peur sourde, permanente, s'insinuait partout, jusque dans les gestes les plus banals. Au commissariat, Karim n'avait pas quitté son bureau. Les lumières étaient tamisées, l'ambiance lourde. Il repassait mentalement les éléments de l'enquête, cherchant un fil conducteur. Le harcèlement d'Erika, la séquestration de Basile, la précision de l'agresseur. Tout indiquait un individu patient, capable d'attendre le moment opportun. Karim savait que ce type de profil ne commettait pas d'erreur par hasard. Il redoutait que la prochaine étape soit déjà en préparation. Martin partageait ses inquiétudes.
Ensemble, ils évaluèrent les risques, la nécessité de maintenir une vigilance maximale. La protection policière était indispensable, mais elle avait aussi ses limites. Karim songea un instant à l'impact psychologique sur Erika et Basile. Être protégé, c'était aussi vivre sous une pression constante, une forme de prison invisible dont on ne voyait pas les barreaux. Au lycée, les couloirs s'étaient vidés. Bastien rangeait lentement ses affaires, perdu dans ses pensées. Le refus d'Esmé ne lui faisait pas mal de manière aiguë, mais il laissait une impression diffuse d'inachevé. Il se demandait s'il avait mal choisi son moment, s'il aurait dû attendre. Violette le rejoignit brièvement, lui lançant un sourire encourageant. Ce simple geste suffit à lui redonner un peu de confiance. Il n'était pas pressé, il pouvait attendre. Esmé, de son côté, fermait le stand avec sa mère. Elle repensait à l'invitation de Bastien, à cette possibilité de légèreté qu'elle avait repoussée. Une part d'elle regrettait presque, mais elle se persuada qu'elle avait fait le bon choix. Les responsabilités qu'elle portait la rendaient plus prudente, peut-être trop. Elle se promit cependant de ne pas fermer complètement la porte. À l'hôpital, l'heure avançait. Raphaël commençait à ressentir une fatigue écrasante, mais elle refusait de partir. Elle voulait être là, coûte que coûte, même si cela signifiait passer la nuit entière sur cette chaise inconfortable. Sébastien tenta de la convaincre de se reposer un peu, mais elle refusa. Elle ne pouvait pas quitter cet endroit, pas tant que Maud n'était pas réveillée, pas tant qu'elle n'avait pas la certitude que le pire était évité. Chloé observa cette scène à distance. Elle comprit alors que, quoi qu'il arrive, la relation entre elle et Raphaël ne serait plus jamais la même. Même si Maud s'en sortait sans séquelles, une fracture invisible resterait, alimentée par la peur et la colère. Cette idée la serra au cœur. Elle réalisa que certaines fautes, même involontaires, ne s'effaçaient jamais vraiment. La nuit avançait, lourde de promesses et de menaces. Chacun, à sa manière, attendait un signe, une parole, un événement capable de briser cette tension. Mais pour l'instant, tout restait suspendu, comme si le monde lui-même retenait son souffle. L'aube approchait lentement, imperceptible, comme si la nuit refusait de céder sa place. À l'hôpital, les lumières restaient inchangées, implacables, et pourtant quelque chose dans l'air semblait évoluer. Raphaël n'avait presque pas fermé l'œil. Ses paupières brûlaient de fatigue, mais son esprit refusait de se taire. Elle guettait chaque mouvement, chaque bruit, persuadée que le moindre signe annoncerait enfin la vérité qu'elle attendait depuis des heures. Sébastien se leva pour aller chercher 2 cafés tièdes à la machine du couloir. Ce geste banal était devenu un rituel de survie. Il revint s'asseoir près de sa fille sans un mot, lui tendant le gobelet. Raphaël le prit machinalement, sans vraiment y goûter. Elle se sentait vidée, comme si toutes ses émotions s'étaient concentrées en un point unique, prêt à exploser au moindre choc. Marianne finit par apparaître de nouveau. Son visage portait les marques d'une nuit longue et éprouvante, mais son regard était plus posé. Elle annonça que Maud avait été transférée en salle de réveil. L'opération était terminée. Les chirurgiens avaient réussi à stabiliser la circulation sanguine, mais les prochaines heures seraient déterminantes. Rien n'était encore définitif, mais le risque immédiat semblait écarté. Raphaël sentit une vague de soulagement la traverser, aussitôt suivie d'un effondrement intérieur. Elle dut fermer les yeux quelques secondes pour ne pas laisser ses larmes couler. Sébastien posa une main ferme sur son épaule, conscient que cette nouvelle, bien qu'encourageante, ne signifiait pas la fin de leur épreuve. Il restait trop d'incertitudes, trop de questions sans réponse. Chloé apprit la nouvelle presque en même temps. Son cœur se serra, partagé entre le soulagement et une culpabilité toujours aussi présente. Elle se raccrochait à cette amélioration comme à une bouée, mais elle savait que cela ne suffirait pas à apaiser Raphaël. Même si Maud conservait l'usage de son bras, l'angoisse vécue, la peur de l'irréparable, laisseraient des traces profondes. Elle hésita à s'approcher, à tenter un nouveau contact, mais se ravisa. Le moment n'était pas venu. Peut-être ne le serait-il jamais. Elle se contenta d'observer de loin, consciente que sa simple présence pouvait raviver des émotions trop vives. Cette distance forcée lui fit comprendre à quel point la confiance pouvait être fragile, surtout quand la santé d'un enfant était en jeu. Dans la chambre de Maud, le silence régnait. Les machines rythmaient l'espace de bip régulier. La jeune fille dormait encore, pâle, immobile, son bras soigneusement bandé. Raphaël entra sur la pointe des pieds, comme si elle avait peur de briser quelque chose de précieux. Elle s'approcha du lit, s'assit lentement, et posa sa main sur celle de sa fille. Ce simple contact la fit trembler. Maud était là, vivante, et pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. Sébastien observa la scène à distance, le cœur serré. Il voyait dans ce moment silencieux toute la fragilité de leur famille, toute la force aussi. Il se promit intérieurement de ne plus jamais prendre ces instants pour acquis. La justice, les dossiers, les décisions froides,
Tout cela lui semblait soudain dérisoire face à la possibilité de perdre un être cher. À quelques kilomètres de là, Basile avait enfin réussi à somnoler un peu. Son sommeil était léger, agité, peuplé de sensations floues plutôt que d'images nettes. Il se réveilla en sursaut au moindre bruit, avant de réaliser où il se trouvait. Erika était déjà debout, préparant du café, tentant de recréer une routine rassurante. Elle lui sourit doucement, consciente que ce retour à la normalité serait long et fragile. Ils parlèrent peu. Les mots semblaient inutiles, voire dangereux. Tout ce qu'ils partageaient se lisait dans leurs regards, la peur, le soulagement, l'incertitude. Basile se demanda combien de temps cette protection policière durerait, combien de temps il pourrait vivre ainsi, dans cette vigilance constante. Il se sentit fatigué, profondément, comme si la séquestration avait laissé une empreinte durable sur son esprit. Au commissariat, Karim avait passé une partie de la nuit à travailler. Les nouveaux éléments n'étaient pas nombreux, mais une chose était claire, l'agresseur restait insaisissable. Cette absence de progrès l'inquiétait plus que tout. Il savait que l'enquête allait exiger patience et sang-froid, deux qualités mises à rude épreuve quand la pression médiatique et émotionnelle montait. Il pensa à Erika, à Basile, à leur fragilité actuelle. Il se promit de ne rien négliger, de suivre chaque piste, même la plus ténue. Ce harceleur, méthodique et invisible, représentait une menace bien réelle, et Karim refusait de le sous-estimer. Au lycée, la journée reprenait son cours. Bastien croisait Esmé dans un couloir. Un simple échange de regards, timide mais sincère. Rien de spectaculaire, rien de décisif, mais quelque chose avait changé. Une compréhension mutuelle, discrète, semblait s'installer. Bastien n'insista pas. Il avait compris que la patience serait sa meilleure alliée. Esmé, de son côté, ressentit une pointe de gratitude pour cette absence de pression. Elle se dit qu'elle apprécierait peut-être de le revoir autrement, plus tard, quand les choses seraient plus simples. Pour l'instant, elle se concentrait sur l'essentiel, mais l'idée d'une parenthèse légère n'était plus totalement exclue. À l'hôpital, Raphaël resta de longues minutes auprès de Maude. Elle lui parla doucement, même si sa fille ne pouvait pas encore l'entendre. Elle lui promit d'être là, quoi qu'il arrive, de se battre pour elle si nécessaire. Mais au fond d'elle, une autre promesse se formait, plus sombre, celle de ne jamais oublier ce qui avait failli arriver. En quittant la chambre, Raphaël croisa le regard de Chloé au bout du couloir. Un instant suspendu, aucun mot ne fut échangé, juste un silence chargé de tout ce qui avait été dit, et de tout ce qui ne le serait peut-être jamais. Le jour était désormais bien installé, mais à l'hôpital, la lumière du matin n'apportait aucun apaisement. Elle ne faisait que révéler davantage la fatigue sur les visages, la tension accumulée au fil des heures. Raphaël avançait lentement dans le couloir, comme si chaque pas lui demandait un effort considérable. Elle venait de quitter la chambre de Maude, incapable de rester plus longtemps sans laisser ses émotions prendre le dessus. Sébastien la rejoignit près de la fenêtre donnant sur le parking. Dehors, la vie continuait, indifférente, avec ses voitures, ses passants pressés, ses habitudes intactes. Cette normalité presque insultante lui donna un vertige soudain. Comment le monde pouvait-il continuer à tourner alors que l'existence de sa petite fille avait failli basculer de manière irréversible ? Il posa une question simple, presque banale, demandant si elle voulait rentrer se reposer un peu. Raphaël refusa sans hésiter. Tant que Maude ne serait pas pleinement réveillée, tant que l'avenir de son bras ne serait pas clairement établi, elle ne quitterait pas cet endroit. Chloé observait la scène de loin. Elle avait passé la nuit à errer dans les couloirs, à lutter contre l'envie de fuir, à tenter de rester droite malgré la tempête intérieure. Elle sentait désormais le regard de Raphaël peser sur elle, même en son absence. Ce n'était plus une colère explosive, mais quelque chose de bien plus inquiétant, une froide détermination, une rupture nette. Chloé comprit alors que le pardon n'était plus une option immédiate, peut-être même plus une option du tout. Marianne prit Chloé à part. Elle lui parla à voix basse, avec cette douceur ferme qu'elle réservait aux situations les plus graves. Elle tenta de lui rappeler les faits, de lui expliquer une nouvelle fois que, sans intervention en forêt, Maude aurait très probablement subi des conséquences tout aussi lourdes. Mais Chloé n'avait plus besoin d'arguments médicaux. Elle savait tout cela. Ce qu'elle ne parvenait pas à accepter, c'était l'idée que la vérité scientifique ne suffirait jamais à réparer la douleur humaine. Dans la chambre, Maude commençait à émerger lentement de l'anesthésie. Ses paupières frémissaient, ses doigts bougeaient à peine. Raphaël fut immédiatement appelé. Elle accourut, le cœur battant, s'asseyant près du lit dès qu'elle le put. Lorsque Maude ouvrit enfin les yeux, désorientée, cherchant des repères familiers, le visage de sa mère fut la première chose qu'elle aperçut. Ce simple détail suffit à calmer sa respiration, à la rassurer malgré la douleur persistante. Maude tenta de parler, mais sa voix était faible.
Elle demanda instinctivement si son bras était toujours là, comme si cette crainte avait été ancrée en elle-même dans l'inconscience. Raphaël serra doucement sa main, lui répondant avec précaution. Pour l'instant, oui, le bras était toujours là. Il faudrait du temps, de la surveillance, mais l'opération avait permis d'éviter le pire, au moins temporairement. Les larmes montèrent aux yeux de Raphaël, mais elle les retint, refusant d'ajouter à l'angoisse de sa fille. Sébastien observa la scène depuis le seuil de la porte. Il ressentit un soulagement immense, mêlé à une colère sourde. Soulagement de voir Maud consciente, en vie, capable de poser des questions. Colère de savoir que tout cela aurait pu être évité, ou du moins dramatique. Il se demanda s'il devait intervenir, parler à Chloé, tenter d'apaiser la situation. Mais il comprit rapidement que ce n'était pas son rôle. Certaines blessures devaient d'abord être reconnues avant de pouvoir être apaisées. Dans un autre quartier, la journée avançait pour Basile et Erika sous haute surveillance. Les policiers étaient discrets, mais leur présence se faisait sentir à chaque instant. Basile avait tenté de sortir prendre l'air, accompagné, bien sûr. Ce simple geste lui donna l'impression d'être prisonnier d'une vie qui n'était plus la sienne. Il se demanda combien de temps il lui faudrait pour retrouver un sentiment de liberté, ou si cette peur resterait ancrée durablement en lui. Erika, de son côté, essayait de tenir bon. Elle se montrait rassurante, positive, mais à l'intérieur, l'angoisse ne la quittait pas. Elle savait que ce harceleur mystérieux n'avait probablement pas dit son dernier mot. Elle redoutait le moment où la vigilance retomberait, où la routine reprendrait le dessus. Elle craignait que ce soit précisément à cet instant que le danger frapperait à nouveau. Au commissariat, Karim recevait des informations fragmentaires, insuffisantes pour avancer concrètement. Il sentait la frustration grandir, mais aussi une responsabilité écrasante. Il était désormais clair que cette affaire ne concernait pas seulement une enquête classique, mais la sécurité de plusieurs personnes vulnérables. Il se promit de ne pas relâcher la pression, même si cela signifiait avancer dans l'ombre pendant encore longtemps. Au lycée, Bastien croisait à nouveau Esmé en fin de journée. Cette fois, l'échange fut plus naturel, plus détendu. Rien n'était encore défini, rien n'était promis, mais une complicité timide semblait se dessiner. Violette, témoin discret de cette évolution, sourit intérieurement. Elle avait eu raison de laisser les choses suivre leur cours, sans forcer quoi que ce soit. De retour à l'hôpital, Raphaël sortit enfin de la chambre de Maud, épuisée mais déterminée. Elle croisa de nouveau Chloé dans le couloir. Cette fois, elle ne détourna pas le regard. Elle s'arrêta net, la fixa avec une froideur qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Sans élever la voix, sans éclat, elle lui fit comprendre que, quoi qu'il arrive désormais, la confiance était brisée. Ce qui s'était passé resterait gravé, et aucune justification ne pourrait l'effacer. Chloé resta seule après cet échange bref mais dévastateur. Elle comprit que le plus dur ne faisait peut-être que commencer. Car survivre à une erreur était une chose. Vivre avec ses conséquences, en était une autre, bien plus lourde. La chambre de Maud baignait désormais dans une lumière plus douce, presque trompeuse, comme si l'hôpital tentait de faire croire que le pire était passé. Pourtant, rien n'était vraiment réglé. Les médecins parlaient de surveillance, de patience, de prudence extrême. Des mots techniques, mesurés, qui n'avaient pas le pouvoir de rassurer totalement Raphaël. Elle restait assise près du lit, observant chaque respiration de sa fille, chaque frémissement de ses doigts, comme si elle craignait que tout puisse encore basculer en une seconde. Maud, épuisée, sombrait par moments dans un sommeil léger. Lorsqu'elle ouvrait les yeux, son regard cherchait immédiatement celui de sa mère, comme un point fixe dans un monde devenu soudain instable. Elle ne comprenait pas encore toute la gravité de ce qui venait de se passer, mais elle sentait que quelque chose s'était brisé autour d'elle. La douleur persistante dans son bras, les bandages, les regards graves des adultes. Tout cela formait un puzzle inquiétant qu'elle n'osait pas assembler complètement. Raphaël, elle, avait déjà compris. Elle savait que même si Maud conservait l'usage de son bras, rien ne serait plus jamais exactement comme avant. Cette nuit passée à attendre, cette peur viscérale de l'amputation, avait laissé une empreinte indélébile. Elle repensait sans cesse à la forêt, à cet instant précis où elle avait demandé à Chloé d'écouter, d'attendre, de ne pas agir dans la précipitation. Dans son esprit, tout partait de là. Et cette certitude nourrissait une colère froide, maîtrisée, mais profondément ancrée. Sébastien observait sa fille avec inquiétude. Il reconnaissait ce regard dur, cette détermination silencieuse qu'il connaissait trop bien. Il savait que Raphaël ne crierait plus, qu'elle ne s'emporterait pas davantage. La violence de sa réaction avait déjà eu lieu. Désormais, ce serait autre chose, une distance irréversible, un mur invisible mais infranchissable. Il tenta, sans insister, de lui suggérer de penser à l'avenir, à la reconstruction. Raphaël ne répondit pas, elle n'en était pas là.
Pas encore. Chloé, de son côté, quitta finalement l'hôpital. Non par soulagement, mais parce qu'elle comprit qu'elle n'avait plus rien à y faire. Chaque pas hors du bâtiment lui donnait l'impression d'abandonner quelque chose derrière elle. Elle revoyait le visage de Raphaël, ce regard glacial, dépourvu de toute nuance. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne dont on ne revient pas, même sans intention malveillante. Chez elle, le silence fut brutal. Chloé s'assit sans allumer la lumière, laissant ses pensées l'assaillir. Elle repensa à sa carrière, à toutes ces situations d'urgence où elle avait dû décider vite, parfois trop vite. Jamais elle n'avait ressenti un tel doute. Jamais la frontière entre son rôle de médecin et sa responsabilité humaine ne lui avait paru aussi floue. Elle comprit que cette histoire ne se terminerait pas avec la sortie de Maud de l'hôpital. Elle continuerait à la hanter, longtemps. Pendant ce temps, Basile et Erika tentaient de reprendre un semblant de quotidien sous protection policière. La présence des agents était rassurante, mais elle rappelait sans cesse que la menace était toujours là, tapie quelque part, invisible. Basile se sentait fragile, presque coupable d'avoir survécu sans pouvoir apporter la moindre information utile à l'enquête. Il savait que son silence involontaire compliquait tout. Erika, malgré sa peur, essayait de rester forte. Elle se répétait que tant qu'ils étaient ensemble, ils pourraient tenir. Mais au fond d'elle, une inquiétude persistante grandissait, celle de ne jamais savoir qui les visait réellement, ni pourquoi. Cette incertitude était peut-être plus difficile à supporter que le danger lui-même. Au commissariat, Karim poursuivait son travail avec une concentration extrême. L'affaire de Basile et Erika restait ouverte, pesante, frustrante. Le profil du harceleur, méticuleux et insaisissable, l'obsédait. Il savait que le moindre relâchement pourrait avoir des conséquences dramatiques. La protection policière n'était qu'un répit, pas une solution. Et cette idée le hantait. Au lycée, la vie semblait reprendre ses droits. Bastien et Esmé échangeaient quelques mots, quelques sourires timides, sans pression. Rien n'était encore défini, mais cette légèreté contrastait cruellement avec la gravité des drames vécus ailleurs. Violette observait cette évolution avec bienveillance, consciente que parfois, les choses les plus simples étaient celles qui aidaient à tenir debout. À l'hôpital, Raphaël se leva enfin pour quitter la chambre de Maud. Elle se pencha une dernière fois vers sa fille, lui murmura quelques mots rassurants, puis sortit dans le couloir. Son visage était fermé, déterminé. Elle savait qu'elle ferait tout pour protéger Maud à l'avenir. Et elle savait aussi qu'elle n'oublierait jamais, ni la peur, ni la colère, ni la responsabilité qu'elle attribuait désormais à Chloé. L'épisode se refermait ainsi, sur des vies suspendues, des liens brisés, et des cicatrices invisibles appelées à durer bien au-delà de cette nuit d'angoisse.